Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour ce nouveau podcast et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Blandine Lagrue. Bonjour Blandine. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de vous inviter, Blandine, qui a déjà eu l'occasion de discuter ici avec nous d'Elisabeth Anscombe. Et c'est doublement un plaisir double même pour moi de la recevoir parce que c'était aussi une compagne dans le processus de la thèse. Voilà, Très nous avons juste. été ensemble durant les années de doctorat que nous avons tous les deux achevé, elle avant moi. Et Blandine a travaillé sur Elisabeth Anscombe. Nous avons déjà eu l'opportunité d'en discuter une fois. Mais il est important d'en discuter parce que, Elisabeth Anscombe était une philosophe, mais aujourd'hui, il y a un certain regain d'attention sur cette philosophe qui n'est pas très connue, en particulier dans le monde francophone. Et vous avez justement, Blandine, fait paraître un livre intitulé Elisabeth Anscombe, une philosophie de l'intégrité, paru aux éditions Hermann, là récemment en 2026. Voilà, c'est un livre qui reprend un peu les idées majeures développées dans vos thèses de doctorat, avec quelques anecdotes, pas mal de choses dont vous nous parlerez. Mais d'abord, pour revenir sur ce regain d'attention, sur cette femme atypique, pourquoi en fait était-elle un personnage, une philosophe atypique dans le paysage philosophique de son époque et même aujourd'hui, plusieurs décennies après sa mort? Merci Parnell de me donner l'occasion de parler d'Elisabeth Anscombe. C'est toujours un plaisir de présenter cette figure. Et on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un regain d'intérêt pour son œuvre. Donc c'est une philosophe britannique qui est née en 1919 et qui fait l'objet d'une attention particulière de la part de plusieurs groupes, en fait. Et c'est ça le premier point d'intérêt. Elisabeth Anscombe, elle a été formée dans l'école philosophique thomiste. Les dominicains ont eu un grand rôle dans son cursus de philosophie. Donc elle fait l'objet d'une attention particulière de la part de ceux qui s'intéressent à la pensée de Thomas d'Aquin. Mais elle est aussi devenue l'étudiante, puis la collaboratrice et enfin la traductrice du grand Ludwig Wittgenstein. Ah oui. Et donc, de ce fait-là, elle est aussi beaucoup lue par tous ceux qui s'intéressent aux œuvres de Ludwig Wittgenstein. Elle serait en fait la première à avoir traduit les recherches philosophiques de l'allemand vers l'anglais. Et elle fait vraiment autorité. C'est une des interprètes de la pensée de Ludwig Wittgenstein. Et puis tout récemment, on a aussi remis sur le devant de la scène le fait que pendant ses études à Oxford, elle a, avec 3 autres femmes philosophes, vécu une amitié intellectuelle qu'on appelle aujourd'hui le quartet d'Oxford. Ah oui. Et que cette amitié intellectuelle a donné lieu à une réinterprétation de la philosophie morale dans les années 50, 60, dans l'environnement britannique. Oui. Et donc du coup, des penseurs peut-être plus soucieux des apports féministes ou des voix féminines en philosophie vont s'intéresser à Elisabeth Anscombe. Et puis il y a un dernier groupe, ce sont les catholiques, parce que c'est une figure importante, une philosophe qui a professé sa foi, qui aussi avait une démarche à certains égards militant. Et donc voilà, des thomistes, des Wittgensteiniens, des féministes et des catholiques, elle est au croisement en fait de plusieurs regards. C'est très intéressant, surtout quand on sait que ces différents regards parfois ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres, mais c'est une figure qui réussit, si je veux dire, à canaliser l'attention de tous ces groupes-là sur elle-même, ce Ouais, qui est tout assez à fait. étonnant. Et je crois qu'elle le peut parce qu'elle a un côté elle-même, en termes de personnalité, vraiment atypique. Il y a des centaines d'anecdotes en fait qui courent sur la vie d'Elisabeth Anscombe comme enseignante, comme épouse, comme mère de famille, etc. Nous y qui font reviendrons certainement un peu sur partie de les la anecdotes. légende. Oui. Et il y en a une qui est intéressante, juste pour donner un peu le ton. Oui, bien sûr. Elisabeth Anscombe, elle est une philosophe déjà reconnue quand elle est invitée aux États-Unis
notamment à Boston. Et l'histoire veut que sur le perron d'un grand restaurant, un des serveurs lui fasse signe et lui dise mais Miss Anscombe, parce qu'elle voudra jamais être appelée par son nom de jeune de mariage, de femme mariée, elle a gardé son nom de jeune fille. Sachez que dans ce restaurant, les femmes ne sont pas admises si elles portent des pantalons. Ah, On est dans les années 60, il y a encore un tas de normes qui empêchent les femmes de s'habiller comme elles le veulent. Et donc, Elizabeth Anscombe, voilà la réaction. Elle est face à un dilemme. Soit elle renonce au dîner, elle rentre chez elle, elle obéit. Soit elle passe en force. Et en fait, ni l'un ni l'autre, elle décide, avec beaucoup de classe, d'enlever son pantalon. Ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, elle portait des tuniques assez longues à l'époque. oui. Et donc, la tenue reste tout à fait respectable. Le geste impressionne. Et on mesure un peu quelque part son aplomb humain et philosophique, quelque D'accord. part. Et il n'y a jamais de situation fermée. Même quand les alternatives semblent exclusives, il est possible de trouver une troisième voie. Et c'est cette ingéniosité, cette créativité qui m'a plu en Est-ce que c'était étudiant réel? cette figure. Parce que vous avez parlé d'anecdotes, certaines légendaires. Celle-ci est-elle légendaire ou Elle est factuelle? reportée par de Voilà. très bons biographes, D'accord. notamment Benjamin Lipscomb, qui a fait une œuvre magnifique sur l'amitié intellectuelle D'accord. qu'elle a vécue avec les autres philosophes d'Oxford. Donc, non, je crois qu'on peut faire crédit de la véracité de cette anecdote. Ben, justement, pour revenir sur son parcours assez étonnant, vous avez mentionné il y a peu le quartet d'Oxford. Parce que autour d'elle, quand elle est étudiante, même pas encore professeure ni la figure reconnue dont vous avez fait mention, mais quand elle était étudiante à Oxford, il y a 3 autres femmes qui deviendront elles aussi des intellectuelles. Philippa Foot, Mary Midgley. Bon, c'est la première fois que je tombe sur ce Mary nom, donc Midgley. voilà, Je j'ai vous du en mal prie. à prononcer. Et Iris Murdoch. Voilà, donc on parle du quartet d'Oxford, les femmes philosophes qui renouvellent la pensée morale. Mais au fond, qu'est-ce que c'était concrètement? Qu'est-ce que cela veut dire? Ouais, alors c'est un contexte qui est fascinant. Ces 4 femmes, donc Philippa Foot, Mary Midgley, Iris Murdoch et Elizabeth Anscombe, elles commencent leur philosophie à Oxford dans les mêmes années, 37-38. D'ailleurs, elles sont nées, 3 d'entre elles sont nées en 1919 et la 4e en 1920. C'est vraiment la même génération. Et elles arrivent dans un contexte universitaire où les femmes sont admises depuis à peu près une quinzaine d'années. Mais sont encore, un peu marginalisées. Oui, voilà. Elles peuvent passer des diplômes, elles sont reconnues institutionnellement, mais elles restent quand même des personnages en voie d'intégration, on pourrait dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 4 femmes, à la faveur du départ des hommes, en fait, des étudiants qui ont été embarqués, obligés de faire le service militaire, vont se retrouver avec beaucoup plus d'espace dans le milieu universitaire et surtout, elles vont pouvoir bénéficier de l'attention des professeurs de philosophie de manière assez soignée. En fait, le départ de toutes ces classes de jeunes hommes va leur donner une occasion, en fait, des conditions d'études privilégiées. Ben oui, heureusement. Donc, elles se rencontrent, elles fréquentent de grands professeurs et une amitié intellectuelle se noue. Et ce qui va être décisif dans ce qu'on appelle maintenant le quartet d'Oxford, c'est qu'elles vont s'opposer à une manière quelque part superficielle et désinvolte de faire de la philosophie morale. Je m'explique. À l'époque, on est à partir des années 30, mais ce mouvement va continuer jusque dans les années 50-60. La philosophie morale est marquée par le subjectivisme, ou ce qu'on appelle en termes techniques l'expressivisme. C'est-à-dire cette idée que nos énoncés moraux, par exemple c'est cruel, Oui. ou cet acte est vraiment déloyal, en fait ces énoncés-là ne désignent rien, ne décrivent rien de la réalité. Ils ne font qu'exprimer les préférences subjectives des personnes qui les énoncent. Donc ça, c'est sous l'impulsion de différents philosophes, notamment Ayer et d'autres. Donc ça, c'est un peu la pensée mainstream qui, quelque part, désamorce le pouvoir du langage moral et de nos mots. Et ces 4 philosophes vont se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas la philosophie dont elles ont besoin dans un contexte de guerre. Il faut pouvoir dire, elles ont besoin d'une philosophie qui leur permette de dire que
basiquement, de manière très, très simple, Hitler est un homme mauvais. Oui, c'est ça. Cet acte est cruel. Sans qu'on ait besoin de dire qu'en fait, c'est juste notre préférence subjective qui nous fait dire ça. Et que si Exactement. quelqu'un d'autre dit, mais non, mais moi j'aime bien Hitler, en fait, il est bien, donc il serait bien. Exactement. Et Philippa Foot, elle va avoir des mots très clairs. Elle va dire, je la cite, face aux nazis qui se sentaient justifiés de faire ce qu'ils faisaient, le subjectivisme n'offrait qu'une impasse. Et donc la philosophie morale d'Elisabeth Anscombe, en fait, elle commence ici. Quelle est la philosophie dont on a besoin pour pouvoir regarder la réalité en face et pour pouvoir dénoncer les violences et les aberrations du monde qui les entoure? Elles sont dans une époque pleine de changements, pleine de violences. Et donc voilà, ce qui caractérise ce quartet et qui est très bien retracé dans un livre écrit par Rachel Wiseman et Claire McCool, qui a été traduit le quartet d'Oxford, quand les femmes révolutionnaient la pensée morale des années 50, je crois que c'est ça le sous-titre. Elles vont se positionner d'une manière singulière qui va avoir des effets par la suite. Alors, je me souviens d'un autre précédent podcast la discussion que nous avons eue précédemment sur Elisabeth Anscombe, on a beaucoup parlé du président Harry Truman. Effectivement, c'est peut-être aussi l'un des épisodes de son parcours atypique, l'un des épisodes pour lesquels elle est le plus connue. Voilà, elle s'est fâchée, si on peut le dire ainsi, avec le président Truman à propos des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Surtout, je veux dire, à cette époque-là, quand on connaît le contexte difficile dans lequel vivaient les femmes, s'adresser comme ça, disons, à Harry Truman, qu'on pouvait qualifier d'homme le plus puissant du monde à cette époque, on se serait attendu, je peux le dire peut-être à ce que ce soit le pape ou un autre homme, mais peut-être célèbre, mais qui soit homme, qui ose défier le président des États-Unis pour avoir mis fin à la guerre en usant de méthodes inédites dans l'histoire de l'humanité. Mais là, on a une femme à cette époque. Donc, qu'est-ce qui s'est en fait passé à ce moment? Oui, c'est intéressant. Alors, vous plantez bien le décor. Et je peux continuer comme ça, les auditeurs auront une image complète, en tout cas la plus complète possible de la scène. Ce qui propulse Elisabeth Anscombe sur la scène publique, c'est un discours qu'elle prononce en 1956 à la Convocation House, la grande aula où se rassemblent tous ses collègues, donc les profs d'histoire, les profs de sociologie, les philosophes, qui sont conviés une fois par an, c'est la tradition à l'université d'Oxford, pour attribuer un doctorat honorifique à une personnalité publique qui a travaillé en faveur du bien commun. Oh oui. Donc il y a cette tradition. Et en 1956, le nom de Harry Truman, donc l'ancien président des États-Unis, est sur toutes les lèvres. C'est lui qui semble être dans la meilleure position pour recevoir ce doctorat. Mais il se trouve que Elisabeth Anscombe a préparé sa résistance et elle va expliquer devant tous ses collègues, on est au début du mois de mai, dans un long discours, pourquoi en fait on ne peut pas honorer le président Harry Truman. Parce qu'en fait, l'honorer, ça serait donner comme exemple celui qui a pris la décision du largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Et cet acte n'est pas un crime, n'est pas un acte de guerre légitime, c'est un crime de masse. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on a largué des bombes sur des villes peuplées de civils. Donc on n'a pas visé des soldats de manière régulière. On a rasé des villes. On a puni des civils. On a semé la terreur au moyen d'une arme qui défie notre capacité de tout à représentation. fait. Et donc, son problème à Elisabeth Anscombe, c'est mais comment se fait-il que, quelque part, que nous soyons au cœur de l'intelligentsia britannique, européenne, alliée, 10 ans après la fin de la guerre, et qu'on ne soit pas capable de reconnaître le problème dans la décision d'Harry Truman de larguer les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Et le problème, c'est là où les choses deviennent philosophiques et aussi passionnantes, c'est que le président Harry Truman, tout de suite après le largage des bombes, a justifié sa décision en disant « Je l'ai fait pour mettre fin à la guerre ». Quelque part, j'ai précipité une catastrophe pour pouvoir en éviter une plus grande, où des vies de soldats américains Le principe du moindre mal, on peut dire. auraient été Oui, détruites. c'est ça.
Ce que dit pas Harry Truman et qui va enflammer la colère d'Anscombe, c'est deux choses. La première, c'est que dans cette justification, qui en fait est largement reprise par ses collègues autour d'elle, c'est qu'on sauve des vies en sacrifiant d'autres. Ça, c'est le premier point, qui est comme passé à la trappe. Le deuxième point, c'est que Truman omet une distinction capitale, à savoir, il y avait 2 scénarios, en fait, pour mettre fin à la guerre. En fait, il y en avait plusieurs. On parle de 5 aujourd'hui, les historiens ont fait des enquêtes. Mais les 2 principaux, c'est soit un coup d'éclat, bombe atomique, soit une invasion terrestre du Japon. Tout à fait. Et donc, c'est cette première possibilité, le coup d'éclat terrifiant qui va être choisi, parce que dans l'excuse que se donne Truman, en fait, on nuira moins, on fera moins de dégâts au niveau des soldats américains. Mais en faisant en prenant cette décision, il oublie de faire une distinction capitale, à savoir que dans le cas de l'invasion terrestre du Japon, les victimes, prioritairement, ce seraient des soldats, des combattants. Mhm. Alors qu'en décidant du largage des bombes, les victimes sont prioritairement des civils. Et en passant sous silence cette distinction, il prépare en fait la perte, il participe à la perte du concept de meurtre, parce que c'est bien ça qui soucie Anscombe. Si vous voulez, je peux peut-être faire avec plaisir. un point philosophique qui explique la colère profonde d'Elisabeth Anscombe. C'est qu'en fait, autour d'elle, ce qu'on va commencer on va appuyer la décision d'honorer Truman par la justification suivante. On va dire, en fait, la mort de tous ces civils, ce n'était pas vraiment son intention. Ce qu'il voulait, c'était uniquement mettre fin à la guerre. Oui. Vous voyez, subtilement, grâce à une... C'est pas comme s'il voulait délibérément tuer. Ce sont des dommages collatéraux. Comme Exactement. Et donc ça, c'est vraiment la justification de la justification. Et Anscombe, là, va commencer à faire preuve de pugnacité et de courage philosophique. Elle va expliquer, en fait, qu'une action peut supporter plusieurs descriptions. Comment on peut comprendre ce qui se passe? Que fait réellement Truman? Oui. Je peux donner 3 descriptions. Bien sûr. Je peux dire, il signe et il dépose un peu d'encre en bas d'un document qui s'avère être un ordre de largage de bombes atomiques. On peut dire, il met fin à la Seconde Guerre mondiale. En plus, c'est la justification qu'il se donne à lui-même. Mais on peut aussi dire, il prend des civils pour cible d'un bombardement nucléaire. Vous voyez, un phénomène, une suite de gestes et de décisions peut être décrit de 3 manières. Et les 3 manières sont justes. La question philosophique, c'est que on peut se tenir dans l'ordre du vrai, on peut avoir des descriptions justes et pourtant penser faux. Limiter restreindre le jugement qu'on porte sur l'action de Truman à ces 2 descriptions, à savoir il signe un document et il met fin à la guerre, c'est en fait utiliser des descriptions vraies, mais qui finissent par être fausses, par dire le faux. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé une description intermédiaire qui est absolument indispensable, à savoir qu'il met fin à la guerre. Comment? En visant des civils au moyen d'un bombardement nucléaire. Et donc, vous voyez que toute sa réflexion sur la philosophie de l'intention et sur la description de l'action, en fait, elle va chercher à donner les règles pour pouvoir ordonner nos descriptions. Et pour pouvoir faire en sorte que nos descriptions ne soient pas arbitrairement choisies et déterminées, mais pour qu'on puisse vraiment décrire de manière précise ce qu'un être humain fait, sans éliminer une description qui nous gênerait. D'accord. Et donc cette description, prendre des civils pour cible d'un bombardement nucléaire, c'est en fait la description d'un meurtre, tout simplement, pour Elisabeth Anscombe. Et c'est le fait que ses collègues ne le remarquent pas qui va l'étonner et même la rendre furieuse, et quelque part, qui va nourrir tout son développement philosophique ultérieur. Alors, si vous voulez bien pardonner mon inculture sur cette affaire, mais Truman a-t-il finalement reçu son doctorat honorifique? Est-ce que son
sa révolte, en fait, a payé au fond. Eh ben, la réponse est non. La révolte, d'Elisabeth Anscombe n'a pas eu les fruits escomptés. Au moment, du vote, elles sont je pense il y a 2 ou 3 personnes dans l'ensemble de l'assemblée qui s'opposent à la remise du doctorat Dont et elle, bien sûr. et dont elle, bien sûr. Et donc quelques mois plus tard, le doctorat sera effectivement, remis à Harry Truman. Mais au-delà de cet échec symbolique, il y a une vraie victoire philosophique parce que la polémique en fait qu'elle a lancée ne va pas s'arrêter. Elle va être reprise par différents historiens, philosophes moraux, philosophes de la guerre. Et elle donnera l'occasion de reconsidérer les critères de la guerre juste, notamment. Ça sera vraiment à partir de ce coup d'éclat Ah ben oui. que cette notion-là, en tout cas dans les milieux d'Oxford de ces années-là, que la notion de guerre juste réémergera, parallèlement à l'enquête sur l'interdit du meurtre, quoi. Mhm. Et on peut voir peut-être chez elle aussi cette influence de Thomas d'Aquin qui lui-même avait déjà théorisé un peu la guerre juste. Elle aussi, elle en parle et elle aura aussi cette influence sur certains plus tard. Mais j'aimerais revenir sur la question parce que je l'ai lu brièvement, la reddition inconditionnelle, un terme qui semble-t-il l'aurait beaucoup énervé. En fait, qu'est-ce qu'elle entend par là et pourquoi Ouais. aurait-elle été irritée par ce terme? Ouais, et puis c'est pas sans lien avec l'actualité. Oui. Dans ce pamphlet qu'elle adresse à Harry Truman et à ceux qui justifient son action, elle pointe que l'exigence de reddition inconditionnelle est la source de tout le mal. C'est un acte cruel et barbare, et stupide même. Reddition inconditionnelle, qu'est-ce que c'est? Reddition inconditionnelle, c'est la capitulation sans condition. C'est la menace qu'ont agité Winston Churchill, Chiang Kai-shek et Harry Truman en 1945, en juillet 1945, à l'empereur japonais, Japon, ouais. en lui disant mais en fait, si vous ne capitulez pas sans condition, vous serez immédiatement détruit. Et Elisabeth Anscombe, de manière très critique, va s'interroger en fait sur cette expression reddition inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Imposer à un adversaire de capituler sans Condition. aucune condition. Donc, il ne peut même pas exiger le droit de vivre, par exemple. Exactement. Et en fait, elle, de manière très brève, elle dit en grosso modo, imposer une reddition inconditionnelle, c'est faire une injonction contradictoire. Oui. C'est demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'on lui interdit par ailleurs. Mhm. À Tout savoir, fait. pour déposer les armes, il faut que l'adversaire il puisse le faire de manière libre et quelque part qu'il puisse le faire comme un acte volontaire. Or, personne ne fait un acte volontaire si c'est pour être ensuite immédiatement Ben détruit. oui, c'est ça. Le fait de désamorcer, de disqualifier toute possibilité de négociation, c'est-à-dire toute possibilité de formulation de conditions, ça met l'adversaire dans une situation impossible. Qui veut rendre les armes sans garantie, sans futur, sans condition? Et donc, derrière cette expression reddition inconditionnelle, qui a toute la forme et qui semble utiliser le vocabulaire du droit international, Oui. Elisabeth Anscombe, elle pointe, elle capture une injonction contradictoire. Et elle dit, la gravité, c'est pas seulement que, en gros, Harry Truman et ceux qui finalement ont décidé de larguer les bombes se placent au-dessus des négociations et du Bien travail sûr. diplomatique. C'est pas que ça le problème. Le problème, c'est que vous allez créer chez votre adversaire, vous allez acculer votre adversaire en fait à des gestes, à des actions désespérées. Il ne pourra jamais dire oui à une capitulation inconditionnelle. Bien sûr. Donc vous allez avoir une bonne excuse pour escalader. Vous allez avoir une bonne excuse pour utiliser les moyens les plus terribles pour venir à bout de l'adversaire qui refuse cette proposition, qui en fait est une fausse recherche de paix. C'est une fausse manière de chercher la paix que d'imposer une reddition inconditionnelle. Donc elle est très dure en fait, parce que elle finit en disant mais quelque part le choix des bombes était comme contenu
en germe dans cette menace de la reddition inconditionnelle. Parce que vous ne pouvez pas... soit vous négociez, soit vous punissez. Et la reddition inconditionnelle, c'est une forme de punition, en fait. Et personne... Personne n'accepte volontairement une reddition inconditionnelle. Parce que Exactement. ça veut dire que vous pouvez me tuer si vous voulez, vous pouvez me condamner sans procès. Et j'ai pas le droit d'exiger, par exemple, un procès ou le droit de vivre, parce que sera laissé à votre bon vouloir. Exactement. Donc, donc il y a un durcissement existentiel qui est produit par cette menace. Et c'est pour ça qu'elle dit c'est barbare et stupide. Stupide pourquoi ? Parce que c'est contradictoire, en fait. C'est pas seulement que c'est vraiment très, très méchant et extrême comme positionnement, mais c'est que c'est contradictoire, c'est illogique. Et ça conduit à ce qu'on connaît début août, les 6 et 9 août 1945. Alors, parce que malheureusement, le temps nous est compté, Blandine, c'est vraiment passionnant la philosophie de cette philosophe, mais j'aimerais terminer quand même sur quelque chose d'un peu plus léger, parce que vous avez mentionné des anecdotes tout à l'heure. En regardant un peu le 4e de couverture du livre, on parle de doit-on encourager son petit frère à mettre le feu à la queue des chats pour s'amuser? Et donc, je me demande, est-ce vraiment elle qui a encouragé son petit frère à faire ça? Ou sont-ce des anecdotes réelles, factuelles, ou des choses qu'on lui prête? Sinon, pour s'amuser, pourquoi mettre le feu à la queue d'un chat? Et tant d'autres anecdotes similaires. Alors ça, c'est pas une anecdote, mais c'est un exemple qui apparaît dans son œuvre et qui apparaît aussi dans l'œuvre de son mari, Peter Gitsch. Et peut-être que c'est quand même lié à une scène de vie familiale. Hein. Elle a eu plusieurs enfants, donc elle a aussi été une mère de famille nombreuse. Donc on imagine que peut-être l'un d'eux s'amusait à mettre le feu à la queue des chats. En fait, c'est l'exemple qu'elle donne pour dire que spontanément, quand on est parent ou éducateur, spontanément, on est réaliste en morale. C'est-à-dire, on pense que les phrases qu'on dit, à savoir ne mets pas le feu à la queue des chats, ça rend les humains, enfin, ça témoigne d'une cruauté et d'une forme de perversion qui fait de toi quelqu'un de méchant. Un éducateur, un parent pense que la phrase qu'il prononce décrit quelque chose de réel. C'est pas seulement une préférence qu'il exprime, mais en fait, c'est un jugement qui décrit un état du monde pour les êtres que nous sommes, à savoir des humains. Et cet état du monde, il est chargé de valeurs, soit de justice, soit d'injustice. Et donc, l'exemple de mettre le feu à la queue des chats, c'est pour s'opposer à ceux qui diraient de manière avec beaucoup de désinvolture, oui, pourquoi pas mettre le feu à la queue des chats, si ça l'amuse, votre enfant. Et si en plus, le chat n'en souffre pas trop, et que de surcroît, il n'a pas les moyens juridiques de se retourner contre son agresseur. Bon, en fait, au fond, il n'y a pas de problème. Et Elisabeth Anscombe va justement construire l'ensemble de sa théorie, de sa philosophie morale, sur cette conviction. C'est que non, il y a un problème. On ne peut pas mettre le feu à la queue des chats. Et que toute notre... en fait, que l'ensemble de nos relations s'appuie sur la réalité, sur la consistance de sens de nos mots, et qu'on doit les respecter et les transmettre, les enseigner. En tout cas, merci infiniment, Blandine, d'avoir bien voulu nous parler une nouvelle fois d'Elisabeth Anscombe. C'est vraiment passionnant, peut-être parce que toi aussi, tu en parles avec beaucoup de passion. Et parce que tu en parles avec passion, tu en reparleras avec passion le 28 mai prochain, au cours d'une soirée qui aura lieu ici aux facultés Loyola Paris, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu veux nous dire Oui, quelques mots tout à rapidement? fait. Donc vous êtes les bienvenus le 28 mai à 19h30 aux facultés Loyola à Paris. Une soirée sera consacrée à la figure d'Elisabeth Anscombe. On essaiera de donner son portrait. Et avec moi, je serai rejointe par John Berkman, un théologien de Toronto qui a beaucoup travaillé sur l'amitié entre Elisabeth Anscombe et Ludwig Wittgenstein. Et puis, il y aura aussi Valérie Aucouturier et Rémi Clogoudard,
qui sont à l'origine d'une traduction en français d'une partie des articles d'Elisabeth Anscombe. Il faut savoir que son œuvre est encore très peu traduite Oui. et ils nous font le plaisir de nous rejoindre aux facultés Loyola à Paris le 28 mai, 19h30, pour découvrir un peu plus qui était cette philosophe atypique. Et sinon, en attendant, on peut aussi se procurer votre livre, Elisabeth Anscombe, Une philosophie de l'intégrité, paru en 2026 aux éditions Hermann. Voilà. Merci infiniment, Blandine, de nous avoir fait de nouveau découvrir cette philosophe vraiment formidable et passionnante. Je vous remercie, Parnell. Bonne journée. Bonne journée. Quant à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et d'être de nouveau fidèles à nos émissions. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.